La pluie tombait en rideau dru ce soir d'octobre, transformant les jardins méticuleusement entretenus du domaine de la Belle Étoile en une aquarelle impressionniste où se mêlaient les gris tourmentés du ciel et les ors tremblants des lampadaires. Stéphane Dubois se tenait devant l'imposant portail en fer forgé, son pardessus anthracite déjà lourd d'humidité, le regard fixé sur la femme agenouillée dans la flaque d'eau devant lui. La scène avait quelque chose d'irréel, de figé dans le temps, comme une photographie tragique de vie brisée par un orage bien plus dévastateur que celui qui s'abattait sur la Provence. Il rentrait d'une énième réunion à Marseille, l'esprit encore encombré de chiffres et de projections financières, un monde stérile et prévisible qui venait de voler en éclats au seuil de sa propre maison. Elle devait avoir une petite trentaine d'années, bien que la fatigue et le désespoir lui en aient ajouté 10 de plus. Ses cheveux blonds, autrefois sans doute éclatants comme les blés de la région, étaient maintenant collés à son visage en mèches sombres et pathétiques. Elle portait ce qui avait dû être une élégante robe bleu clair, une étoffe simple mais de bon goût, à présent déchirée au niveau de l'ourlet et si complètement détrempée qu'elle semblait faire corps avec sa peau. Dans ses bras tremblants, elle serrait un petit garçon, peut-être 5 ou 6 ans, dont le visage était enfoui contre son épaule, comme pour se protéger du monde entier. La veste en jean de l'enfant était bien trop fine pour affronter la morsure du vent et de la pluie, et Stéphane pouvait voir ses petites épaules tressautées de frissons incontrôlables. Le bruit de ses dents qui claquaient était presque audible, se mêlant à la symphonie lugubre des gouttes de pluie martelant le sol. Mais ce furent les yeux de la femme qui clouèrent Stéphane sur place, lui coupant le souffle dans la poitrine. Même dans la lueur blafarde des lanternes du domaine, même à travers le voile de la pluie et l'abîme d'épuisement qui les creusait, il connaissait ses yeux. Il les connaissait depuis 23 ans. Ils étaient le fantôme de son adolescence, le regret silencieux qui avait hanté chacune de ses réussites. « S'il vous plaît, dit-elle, sa voix un murmure rauque, brisé par le froid et l'humiliation. Je ne veux pas d'argent. Juste est-ce que je pourrais nettoyer votre grande maison de campagne en échange d'une assiette de bœuf bourguignon et d'un morceau de pain pour mon fils? Il n'a rien mangé depuis hier matin. » Stéphane resta figé, son esprit un champ de bataille où le présent et le passé s'affrontaient sans merci. Le PDG confiant et maître de lui qu'il était devenu lutter contre le garçon de 17 ans qui, un été doré, avait commis la plus grande erreur de sa vie en la laissant partir. Sandrine, le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière, à peine audible au-dessus du fracas de la pluie. Ses yeux à elle s'écarquillèrent sous le choc de la reconnaissance, puis s'emplirent d'une émotion nouvelle, plus douloureuse encore que le désespoir, la honte. Une honte si profonde qu'elle sembla la consumer de l'intérieur. Elle serra l'enfant plus fort contre elle et tenta de se relever, ses jambes flageolant sous son poids. « Je ne savais pas que c'était votre maison. Je suis désolé. Nous allons partir. Nous trouverons un autre endroit. » Mais Stéphane était déjà en mouvement, un automatisme né d'une impulsion qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Il retira son lourd pardessus et l'enveloppa autour de ses épaules frissonnantes. « Ne soyez pas ridicules. Entrez, tous les deux. » Sa voix était rude, chargée d'une émotion qu'il avait passé plus de 2 décennies à essayer d'enfouir sous des couches de succès et de cynisme. Il aida Sandrine à se mettre debout, sa main sur son coude sentant la fragilité de ses os sous le tissu mouillé. Ensemble, ils marchèrent lentement vers la grande maison de campagne, dont les pierres anciennes semblaient les observer avec une sagesse silencieuse. Le garçon, Léo, risqua un coup d'œil depuis le refuge des bras de sa mère. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Sandrine, observaient Stéphane avec une curiosité enfantine, dénuée de la peur que la situation aurait dû inspirer. De près, Stéphane pouvait voir que les lèvres de l'enfant étaient cyanosées par le froid, ses petites mains agrippées désespérément à la robe de sa mère. À l'intérieur du grand vestibule aux tomates anciennes, la chaleur les enveloppa comme une douce étreinte. Stéphane appela sa gouvernante, Madame Monique Moreau, qui apparut avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui dirigeait la maisonnée depuis 30 ans. Ses yeux s'écarquillèrent imperceptiblement à la vue de la femme et de l'enfant trempés et démunis, mais elle était bien trop professionnelle pour laisser paraître autre chose qu'une sollicitude polie. « Madame Moreau, je vous prie de préparer la suite bleue pour nos invités. Et demandez au cuisinier de monter quelque chose de chaud. De la soupe à l'oignon et une baguette, ce qui pourra être prêt le plus rapidement possible. Et une tisane chaude. » Il marqua une pause, son regard se posant sur le garçon grelottant. « Avons-nous encore les vêtements d'enfant de la visite de mon neveu l'été dernier? » « Oui, monsieur Dubois. Je m'occupe de tout. Tout sera prêt dans un quart d'heure. » Alors que Madame Moreau s'éloignait d'un pas vif, Stéphane conduisit Sandrine et son fils vers le petit salon,
où un feu crépitait déjà joyeusement dans l'immense cheminée en pierre. Sandrine s'affaissa sur le canapé en velours comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir une seconde de plus, tenant toujours Léo dans ses bras avec une force protectrice. « Comment t'appelles-tu, jeune homme » demanda doucement Stéphane, s'agenouillant pour se mettre au niveau de l'enfant. Le garçon chercha la permission dans le regard de sa mère avant de répondre d'une petite voix fluette, « Léo, monsieur. » Léo, c'est un joli nom, un nom fort. Stéphane lui offrit un sourire qu'il espérait rassurant, bien que son cœur martelât sa poitrine. « Je m'appelle Stéphane. Vous êtes en sécurité ici, Léo. » Tous les deux. La façade de Sandrine se fissura enfin. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, se mêlant aux gouttes de pluie. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que vous me voyiez comme ça. Je n'ai jamais voulu que personne ne me voie comme ça. » Stéphane tira une chaise et s'assit en face d'elle, ses mains jointes entre ses genoux, ne sachant que faire de sa contenance. 23 années s'évanouirent en un instant. Il avait de nouveau 17 ans, tenant la main de Sandrine à l'arrière de la vieille Citroën 2CV de son père, lui promettant un avenir éternel, croyant de tout son cœur d'adolescent que l'amour suffisait à conquérir le monde. Que s'est-il passé, Sandrine? Comment en es-tu? Il fit un geste vague, incapable de terminer sa question, la réalité de sa situation étant trop cruelle pour être mise en mots. Elle eut un rire amer, dépourvu de toute joie, en essuyant ses larmes du revers de la main. Comment la fille qui avait tout, l'avenir le plus prometteur du village, se retrouve-t-elle à mendier de la nourriture à votre portail? C'est une longue histoire, Stéphane. J'ai le temps, dit-il doucement. J'ai eu 23 ans de temps pour me demander ce qui t'était arrivé. Pourquoi tu es parti sans un mot? Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres? Le visage de Sandrine se crispa sous une nouvelle vague de douleur. Des lettres? Stéphane, je n'ai jamais reçu de lettres. Avant qu'il ne puisse répondre, Madame Moreau revint avec des serviettes épaisses et annonça que la suite d'invités était prête. Stéphane regarda Sandrine être conduite à l'étage avec Léo, qui s'était finalement endormi, épuisé, contre l'épaule de sa mère. Le petit visage de l'enfant était paisible maintenant, empreint d'une confiance qui serrait le cœur de Stéphane. Une fois seul, Stéphane resta debout dans le salon, le regard perdu dans les flammes dansantes. Son esprit était un tourbillon de questions, de souvenirs qu'il avait scellés à double tour, écrasés sous le poids de choix faits par des gens trop jeunes pour en comprendre les conséquences. Il avait eu 17 ans. Elle en avait eu 16. L'été précédant sa terminale, Sandrine Martin avait emménagé au village avec sa famille, et Stéphane en était tombé amoureux avec la certitude absolue et la pureté que seul le premier amour peut offrir. Ils avaient passé cet été doré ensemble, à faire des projets, à rêver d'un avenir commun, persuadés qu'ils pouvaient tout affronter tant qu'ils étaient ensemble. Puis, en septembre, elle avait disparu. Pas d'adieu, pas d'explication. Sa famille avait déménagé subitement. Quand Stéphane avait tenté de la retrouver, il s'était heurté à un mur de silence. Ses parents refusaient de lui parler. Son ancien numéro de téléphone était déconnecté. Les lettres qu'il avait envoyées avec une ferveur désespérée lui étaient revenues, portant la mention « Retour à l'envoyeur ». Son père lui avait dit que c'était pour le mieux, qu'il était trop jeune pour un attachement aussi sérieux, qu'il devait se concentrer sur ses études et la construction de son avenir. Le cœur brisé et empli d'une rage impuissante, Stéphane s'était jeté à corps perdu dans ses études, dans les affaires, pour devenir l'homme que son père voulait qu'il soit. Il avait bâti un empire. Les industries du bois, la modeste entreprise de fabrication de son père, étaient devenues un conglomérat technologique valant des milliards. Stéphane s'était marié une fois, brièvement, avec une femme que sa famille approuvait. Ils avaient divorcé après 3 ans, reconnaissant tous deux s'être mariés pour de mauvaises raisons. Depuis, il s'était entièrement consacré à son travail. Et maintenant, Sandrine, le fantôme de son premier amour, se tenait là, à son portail, trempée et désespérée. 30 minutes plus tard, Madame Moreau frappa à la porte de son bureau. Monsieur, Madame Martin et son fils sont installés. Le cuisinier leur a monté un repas. L'enfant a tout mangé et s'est endormi immédiatement. Sa mère souhaiterait vous parler, si vous êtes disponible. Stéphane trouva Sandrine dans le petit salon de la suite bleue, vêtue d'un des peignoirs d'invités, ses cheveux séchant en douces ondulations autour de son visage. Elle avait vieilli, bien sûr.
Des ridules s'étaient formées au coin de ses yeux, et une lassitude dans sa posture qui n'existait pas à 16 ans. Mais elle était toujours aussi belle. Toujours la fille qui lui avait fait croire au conte de fées. Léo dort, dit-elle doucement, désignant la chambre où le garçon gisait, enroulé sous une épaisse couette. Je ne crois pas qu'il ait dormi dans un vrai lit depuis longtemps. Stéphane s'assit en face d'elle, maintenant une distance respectueuse. Sandrine, tu as dit que tu n'avais jamais reçu mes lettres. Elle hocha la tête, ses mains enroulées autour d'une tasse de tisane chaude. Je ne savais même pas que tu en avais envoyé avant ce soir. Je pensais que tu m'avais oublié, ou pire, que tu étais soulagé que je sois parti. Soulagé? Le mot sortit plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Sandrine, tu étais tout pour moi. Quand tu as disparu, j'étais enceinte, dit-elle calmement, les mots tombant comme des pierres dans une eau immobile. Le monde de Stéphane bascula. Léo, murmura-t-il, une pensée vertigineuse traversant son esprit. Non, Sandrine secoua vivement la tête. Non, Léo a 7 ans. C'était avant. Cet été-là, avant que je parte, elle prit une inspiration tremblante. J'étais enceinte, Stéphane. J'avais 16 ans, j'étais enceinte et terrifiée. La pièce sembla se rétrécir autour de lui. Que s'est-il passé? Mes parents l'ont découvert. Ils étaient horrifiés. Ton père était cet homme d'affaires important, et mon père travaillait dans l'une de ses usines. Ils étaient convaincus que si quelqu'un l'apprenait, mon père perdrait son emploi, que nous serions ruinés. Des larmes striaient de nouveau son visage. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi, que ton père les avait payés pour que je disparaisse discrètement. Stéphane se leva brusquement, ses mains tremblant d'une rage dirigée contre les fantômes du passé. C'est un mensonge. Je n'ai jamais su. Mon père ne m'a jamais rien dit. Je le sais maintenant, Sandrine, dit-elle. Je le vois sur ton visage. Mais à l'époque, j'avais 16 ans et j'avais peur. Et mes parents étaient si convaincants. Ils m'ont envoyé vivre chez une tante en Auvergne. Ils m'ont dit que si j'essayais de te contacter, ton père nous anéantirait. Le bébé? Stéphane pouvait à peine former les mots. Je l'ai perdu. À 4 mois, murmura Sandrine. Une fille. J'allais l'appeler Espérance. Elle enroula ses bras autour d'elle-même, comme pour contenir ce deuil si ancien. Après ça, je me suis effondré pendant un certain temps. Le temps que je puisse à nouveau penser clairement, des années avaient passé. Je m'étais convaincu que tu avais refait ta vie, que te recontacter ne ferait que compliquer les choses pour toi. Stéphane se laissa retomber dans son fauteuil, essayant d'assimiler des décennies de manipulation et de perte. Mon père est mort il y a 5 ans, dit-il d'une voix sourde. Le savais-tu? Sandrine secoua la tête. Avant de mourir, il m'a dit qu'il avait fait des choses qu'il regrettait. Des choses pour protéger l'héritage familial, disait-il. Je me demande maintenant si tu faisais partie de ces choses. Stéphane passa ses mains dans ses cheveux, encore humides de pluie. Mon Dieu, Sandrine, nous n'étions que des enfants. Nous aurions pu trouver une solution, ensemble. Je sais, mais on ne peut pas changer le passé. Elle posa sa tasse de ses mains tremblantes. Je suis revenu dans la région il y a environ 9 ans. J'ai rencontré un homme, je me suis marié. Le père de Léo. Je pensais que je pouvais avoir une vie normale. Une seconde chance, tu sais. Qu'est-il arrivé? Il était charmant au début, mais après la naissance de Léo, il a changé. Ou peut-être avait-il toujours été comme ça, et j'étais trop désespéré pour trouver une stabilité pour le voir. Elle resserra le peignoir autour d'elle. Il buvait. Et quand il buvait, il devenait méchant. Pas physiquement violent, mais les mots peuvent blesser tout aussi profondément. Il m'a fait croire que je ne valais rien, que j'avais de la chance qu'il m'ait recueilli. Stéphane sentit une nouvelle vague de colère monter en lui contre cet homme qu'il n'avait jamais rencontré. Il y a 1 an, j'ai finalement trouvé le courage de le quitter. J'ai pris Léo et tout ce que nous pouvions emporter. Mais je n'avais aucune compétence professionnelle, aucune éducation au-delà du lycée, aucune famille pour m'aider. Mes parents étaient décédés, et ma tante ne voulait plus entendre parler de nous. La voix de Sandrine était maintenant plate, récitant des faits qui étaient devenus sa réalité. J'ai travaillé où je pouvais,
faisant des ménages, servant dans des cafés n'importe quoi. Mais ce n'était jamais assez. Nous sommes passés de foyer en foyer. Il y a quelques semaines, nous avons même perdu ça. Comment as-tu fini ici? À mon portail? Elle esquissa un sourire triste. Croirais-tu au destin, ou à l'ironie? Nous dormions dans le jardin public près d'ici. Quelqu'un m'a dit que le grand domaine avait parfois besoin d'aide supplémentaire pour des réceptions, que si j'avais l'air assez présentable, je pourrais trouver du travail à la journée. Alors, je nous ai nettoyés du mieux que j'ai pu et nous avons commencé à marcher. Elle montra sa robe en ruine. C'était la plus belle chose que je possédais. Trouvée dans une friperie. J'allais frapper aux portes, proposer de nettoyer n'importe quoi pour quelques euros. Et puis la pluie a commencé. Léo avait si froid et j'ai vu vos lumières à travers le portail. J'ai pensé que je m'en dirais s'il le fallait. Pour lui. Je ferais n'importe quoi pour lui. Sa voix se brisa. Je n'ai pas reconnu le domaine. Je ne t'ai pas reconnu tout de suite, dans le noir et la pluie. J'étais juste désespéré. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, le poids des années perdues pesant lourdement entre eux. J'ai écrit une lettre une fois, dit soudain Sandrine. Il y a environ 5 ans. J'avais vu un article sur toi dans un magazine, un prix pour tes affaires. Tu avais l'air si brillant, si heureux. Je t'ai écrit une lettre pour m'excuser d'avoir disparu, pour essayer d'expliquer mais je ne l'ai jamais envoyée. De quel droit serais-je revenu dans ta vie avec mes problèmes? De tous les droits, dit fermement Stéphane. Sandrine, nous étions amoureux. Un amour véritable, même si nous étions jeunes. Ce que nos parents nous ont fait, les mensonges qu'ils ont racontés, ce n'était pas de notre faute. Mais les conséquences, c'est nous qui les avons subies, dit-elle. Tu as bâti cet empire. Moi, je n'ai rien construit. Je ne suis pas la fille que tu as connue, Stéphane. Je suis une mère célibataire sans abri qui n'a même pas pu garder un toit au-dessus de la tête de son fils. Stéphane se pencha en avant, sa voix intense. Tu es une survivante. Tu as quitté une relation abusive pour protéger ton enfant. Tu as ravalé ta fierté pour mendier de la nourriture pour lui. Tu te bats encore, Sandrine. Ce n'est pas rien. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Je suis si fatigué de me battre. Alors laisse-moi t'aider. Les mots vinrent facilement, naturellement. Léo et toi pouvez rester ici, le temps que tu te remettes sur pied. J'ai bien plus de place qu'il n'en faut. Je ne peux pas accepter la charité, Stéphane. Elle se redressa, et il vit une étincelle de la fière jeune fille qu'il avait connue. Je suis reconnaissante pour ce soir, pour la nourriture et l'abri. Mais je ne serai pas un fardeau pour ta conscience. Et si ce n'était pas une question de conscience? Demanda-t-il doucement. Et si je voulais aider parce que je me soucie de ce qui t'arrive? Parce qu'il y a 23 ans, je t'aimais plus que tout au monde. Et peut-être qu'une partie de moi n'a jamais cessé de le faire. Sandrine le fixa, les yeux écarquillés. Stéphane, tu ne me dois rien. Tu ne me connais même plus. Alors, laisse-moi apprendre à te connaître à nouveau. Toi et Léo. Il se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre qui donnait sur les jardins détrempés de pluie. J'ai passé 23 ans à bâtir une fortune. J'ai cette maison énorme, plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas de but au-delà du prochain rapport trimestriel. Pas de famille en dehors de quelques cousins éloignés. Personne avec qui construire une vie, et pas seulement un empire commercial. Tu as réussi, Stéphane. Tu as tout. Il se tourna pour lui faire face. Je n'ai rien de ce qui compte. J'ai échangé tout ce qui était réel contre tout ce qui était matériel, et je ne savais même pas que je le faisais jusqu'à ce que je te voie à mon portail ce soir. Il revint vers sa chaise, s'asseyant sur le bord. Reste. Pas comme un acte de charité. Travaille pour moi si ça te met plus à l'aise. Aide Madame Moreau à gérer la maison. Organise mon bureau personnel qui est un désastre. Fais ce qui te donnera l'impression de gagner ta vie, mais reste. Donne à Léo de la stabilité. Donne-toi le temps de guérir. Et donne-moi une chance de savoir qui tu es devenu. Sandrine pressa ses mains sur son visage,
ses épaules secouées par les sanglots. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça pour moi, après tout ce temps? Parce que j'aurais dû me battre plus fort pour toi il y a 23 ans. J'aurais dû remettre en question l'histoire de mon père. J'aurais dû abattre tous les murs pour te trouver. Je ne l'ai pas fait. J'étais jeune et blessé, et j'ai abandonné. Il tendit la main et, avec précaution, prit la sienne. Laisse-moi ne pas abandonner cette fois. Elle regarda leurs mains jointes, puis son visage. Ce qu'elle y vit sembla la décider. Un mois, dit-elle enfin. Nous resterons un mois. Je travaillerai pour toi. Vraiment travailler. Pas seulement faire semblant. Et à la fin du mois, nous verrons où nous en sommes. Pour Léo, je dois être prudente. Je ne peux pas le laisser s'attacher à quelque chose qui pourrait disparaître. Marché conclu, accepta Stéphane, bien que son cœur voulût argumenter pour plus, pour toujours, pour l'éternité qu'il s'était promise adolescent. Le lendemain matin, Stéphane fut réveillé par un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années dans cette maison, un rire d'enfant. Il suivit le son jusqu'à la cuisine et y trouva Léo, debout sur un tabouret, aidant Madame Moreau à faire des crêpes. Le visage du garçon était illuminé de joie, son nez poudré de farine alors que la gouvernante le laissait verser la pâte sur la crêpière chaude. « Bonjour, Monsieur Dubois » dit Madame Moreau avec un sourire entendu. Le jeune Léo est un véritable chef cuisinier. Léo se tourna, son sourire s'élargissant. « Monsieur Stéphane, Madame Monique m'apprend à faire des crêpes Mickey. Vous en voulez? » « J'adorerais, » dit Stéphane en s'installant sur un tabouret près de l'îlot central. Alors qu'il regardait Léo retourner précautionneusement une crêpe, Sandrine entra, l'air reposé, vêtue de vêtements simples, un jean et un pull doux que Madame Moreau avait dû trouver pour elle. « Maman, regarde. J'ai fait le petit déjeuner. » cria fièrement Léo. Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes. Des larmes de joie, cette fois, en voyant son fils vivre la simple sécurité d'un matin ordinaire. Elle croisa le regard de Stéphane de l'autre côté de la cuisine, et il y vit de la gratitude, mais aussi autre chose. De l'espoir, peut-être. Ou la lueur d'une possibilité. Au cours des semaines suivantes, une routine s'installa. Sandrine travailla effectivement, organisant le bureau de Stéphane, gérant les comptes de la maison, apportant une efficacité au domaine que même Madame Moreau appréciait. Mais plus que cela, elle ramena la vie dans la grande maison de campagne. Léo remplit les couloirs de rire, jouant dans les jardins, se liant d'amitié avec les chiens du gardien. Stéphane l'inscrivit à l'école primaire du village et regarda le garçon s'épanouir avec la stabilité de repas réguliers, d'un lit chaud et d'adultes qui prenaient soin de lui. Le soir, après que Léo soit allé au lit, Stéphane et Sandrine s'asseyaient dans la bibliothèque et parlaient. Ils partageaient leurs histoires, les années qui s'étaient écoulées, les personnes qu'ils étaient devenus. Ils étaient différents des adolescents qu'ils avaient été, façonnés par la perte, la lutte et le temps. Mais en dessous, quelque chose d'essentiel demeurait, la facilité avec laquelle ils se parlaient, les silences confortables, la façon dont Sandrine riait de l'humour pince sans rire de Stéphane, et la façon dont il se surprenait à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Un soir, environ 3 semaines après leur arrangement, Léo s'approcha de Stéphane dans son bureau. « Monsieur Stéphane, je peux vous demander quelque chose? » « Bien sûr, Léo. » « Qu'est-ce que tu as en tête? » Le garçon tripota l'ourlet de son t-shirt. « Mon copain à l'école, il a un papa. Et il m'a demandé si vous étiez mon papa, parce que j'habite ici avec vous. » Il leva vers lui des yeux sérieux. J'ai dit non, mais est-ce que vous pourriez l'être? Est-ce que je pourrais vous appeler comme ça parfois, si ça ne vous dérange pas? Stéphane sentit sa gorge se nouer. Il s'agenouilla au niveau de Léo. Je serais très honoré si tu voulais m'appeler comme ça, Léo. Mais tu devrais d'abord en parler à ta maman, d'accord? Pour être sûr qu'elle est d'accord. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, Stéphane trouva Sandrine en larmes dans la bibliothèque. Il t'a demandé si tu pouvais être son père, dit-elle lorsque Stéphane s'assit à côté d'elle. Il me l'a dit. Stéphane, tout va si vite. Je m'étais promis de ne laisser aucun de nous deux s'attacher. Mais il adore être ici. Il t'adore. Et moi, elle se tourna vers lui, ses yeux débordant de larmes et d'une émotion plus profonde encore. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi à nouveau. Ou peut-être que je tombe amoureuse de l'homme que tu es devenu.
Ou peut-être que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne sais plus. Stéphane lui prit doucement le visage entre ses mains. Je sais que je suis en train de tomber amoureux de toi. De la femme qui s'est battue pour garder son fils en sécurité. De la personne qui a survécu à des choses qui auraient brisé une âme plus faible. De Sandrine, exactement telle que tu es maintenant. Mais si je suis trop brisé? Si je ne peux pas être ce dont tu as besoin? Tu n'es pas brisé, dit-il fermement. Tu es en train de guérir. Nous le sommes tous les deux. Sandrine, on nous a volé notre chance il y a 23 ans. Nos parents ont fait des choix qui n'étaient pas les leurs, et nous avons tant perdu. Mais nous sommes là maintenant, plus âgés, peut-être plus sages, certainement meurtris. Mais nous sommes là. Il l'embrassa alors, doucement, lui laissant toute latitude pour se reculer. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se pencha contre lui, et ce fut comme rentrer à la maison après un long, très long et épuisant voyage. 6 mois plus tard, Stéphane se tenait au même endroit, près du portail en fer forgé où il avait vu Sandrine pour la première fois sous la pluie. Mais c'était maintenant le printemps, les jardins explosaient de couleurs, et la femme à ses côtés portait une simple robe blanche et tenait un bouquet de fleurs sauvages. Léo se tenait entre eux, tenant leurs deux mains, son visage fendu du plus grand sourire que Stéphane ait jamais vu. Madame Moreau tamponnait ses yeux avec un mouchoir, et un petit groupe d'amis regardait un maire du village les prononcer mari et femme, une famille. La belle étoile, leur belle étoile, brillait enfin pour eux.